Allô, bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, comme vous ne pouvez pas parler, est-ce que vous pouvez tous écrire un petit mot dans le chat pour que je m'assure que tout le monde m'entend bien et que tout le monde voit bien mon écran? Parfait, bah merci, c'est déjà pas mal. Et ben écoutez, si tout est bon, je vous propose qu'on démarre et puis les quelques retarda- retardataires nous rejoindront. Donc ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra la retransmission euh, une fois qu'elle sera finie, comme ça vous pourrez la partager ou la revoir. Euh, alors, rebonsoir à tous. Donc, je m'appelle Maxime Villette, donc moi je suis à la First Lego League depuis quelques années. Je l'ai fait en tant que participant et aujourd'hui je fais partie de l'organisation avec Yves et Caroline. Et donc, on a mis en place, donc, à partir de cette année, donc, ce qu'on va appeler donc des webinaires hein, dont l'objectif est chaque mois de présenter un sujet différent pour accompagner les équipes qui font la First Lego League, qu'elles soient débutantes ou avancées. Donc, j'ai fait en sorte dans mon planning de pouvoir toucher tous les niveaux. Et donc, en cette rentrée, je vous propose qu'on parte logiquement sur la présentation des ressources de la nouvelle saison Submerged. Euh, et alors, petit sommaire rapide. Euh, donc, je vais faire un point sur la FLL France aujourd'hui, la structure et comment on agit envers vous, les équipes, et comment on agit envers les organisateurs. Pour que vous sachiez un peu euh, comment on travaille et ce qu'on fait derrière. Je vous présenterai bien sûr par la suite donc la saison Submerged et vos objectifs, ce que vous, en tant qu'équipe, vous avez à accomplir pour préparer votre compétition à partir de l'année 2025. Euh, je vous présenterai ensuite toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour réaliser ces objectifs. Que ce soit le guide d'émission pour la table du robot, ou toute autre information qui vous permettrait d'évoluer, comment dire, de faire que votre équipe puisse présenter des projets et des idées claires en compétition. Et dernier point, je vais passer en revue des points de clarification euh, sur notamment des choses qui se faisaient des années passées qui ne se font plus cette année. Et aussi un point sur le professionnalisme coopératif qui existe depuis quelques années déjà et qui a toujours été une source d'incompréhension en compétition. Donc, on clarifiera tout ça à la fin rapidement. Alors, la, la FLL France. Euh, la FLL France, on est l'organisme qui représente la First Lego League en France. Et on est donc en relation après avec le niveau international et donc les autres pays. Et donc chaque organisation, ensuite, au niveau national, s'adresse à différents organisateurs qui vont être locaux. Et chaque organisateur locaux va pouvoir aller chercher ses propres équipes, développer ses rencontres, et vous êtes les équipes au final qui êtes touchées. Et nous, derrière, ce qu'on fait comme travail, et moi plus particulièrement, euh, c'est de préparer un peu tout ce qui va vous permettre de réaliser une bonne saison de First Lego League.
depuis la rentrée aujourd'hui jusqu'à juin l'année prochaine, même après les compétitions, une fois qu'elles sont finies, pour vous préparer pour les suivantes. Donc mon rôle, moi, c'est donc de gérer tout ce qui est règlement et l'arbitrage et de veiller à ce que tout le monde, que ce soit les équipes ou les arbitres, soient bien informés du règlement et ça tout au long de l'année, je dirais. Et donc pour ça, mon plan d'action, si je puis dire, c'est pour les équipes de proposer des webinaires comme celui-ci et de vous donner accès à toutes les ressources possibles pour que vous puissiez euh, réaliser vos objectifs. Et d'un autre côté, pour les arbitres, ça va être de les former en amont, de faire des sessions pour accompagner ces, ces personnes, ces bénévoles qui vont venir sur vos tables de match pour comptabiliser vos points ou même lors des jurys pour présenter votre projet d'innovation ou votre robot. Euh, et donc voilà, tout ça, c'est mon travail. Et derrière, on a Yves et Caroline qui opèrent sur d'autres choses, sur l'aspect logistique, pour vous permettre d'avoir vos tapis, par exemple, etc. Alors, le planning des webinaires. Donc, il est acté pour toute l'année, et ce jusqu'en avril 2025. Aujourd'hui, je vous présente les ressources et vous pouvez voir les prochains sujets qui apparaîtront. Alors, ce ne sera pas toujours moi qui animerai qui présenterai du moins ces réunions. Je les animerai, donc je serai toujours présent pour accompagner le présentateur. Je ferai en sorte de varier, d'accueillir des présentateurs différents pour qu'ils puissent parler de leur expérience quand on en a le besoin. Octobre, donc stratégie pour concevoir son robot. Donc voilà, plutôt axé sur des équipes débutantes, leur permettre de leur donner un peu de ligne à suivre, des conseils pour concevoir un premier robot à la First Lego League. En novembre, comment faire un projet d'innovation, comment le présenter. Ça fait aussi partie de vos objectifs, vous le verrez plus tard dans la présentation. Le projet d'innovation, il y a beaucoup de choses à faire. Et le but, ça va être de vous donner une ligne, un fil rouge pour que vous puissiez préparer tout ça bien comme il faut. En décembre, on va aller toucher un peu des équipes qui sont assez expérimentées, qui normalement ont déjà fait une ou deux compétitions de First Lego League et qui vraiment visent de partir à l'étranger. Et ce webinaire sera dédié pour ces équipes-là, pour les préparer à un éventuel départ et tout ce que ça implique. Pour la rentrée, en janvier 2025, un webinaire pour tout le monde, mais plutôt pour les jeunes équipes, hein. Comment se déroule une compétition et comment on s'y prépare. Voilà, comment ça va se passer, comment va se dérouler une journée type. Tout ça, je vous le présenterai à ce moment-là. En février, on va partir sur quelque chose d'un peu différent. C'est la communication. Pour avoir fait la First Lego League en tant que participant il y a quelques années, je sais que la communication dans une équipe, quand on est enfant, c'est pas toujours évident. Euh, et donc, le but de ce webinaire, donc là, ça va être de vous transmettre un peu des tips, des idées, et puis des façons de faire pour que votre équipe puisse mieux communiquer, mieux se gérer, parce que c'est quelque chose qui va rentrer aussi un peu en ligne de compte lors des compétitions qui se voient par les arbitres. Bon, on en reparlera plus tard. Plus loin, plus haut, plus fort. Et ça, c'est un webinaire pour mars que j'imaginais pour des équipes euh, intermédiaires avancées et leur donner des conseils vraiment techniques sur aller plus loin dans les mécanismes qu'on peut mettre dans son robot, dans les manières de présenter son projet de recherche. C'est donner des méthodes, voilà, des choses qui sont un petit peu plus poussées pour un peu booster ces équipes-là lorsqu'elles atteignent un peu
leur dernière année de participation. Et enfin, en avril, le Ce n'est jamais vraiment fini, c'est un webinaire que je voudrais montrer un petit peu pour tout le monde, pour montrer ce que la First League League apporte, non seulement aux coachs, mais aussi aux enfants, aux collégiens qui font ça. Euh, voilà, leur faire un retour d'expérience avec des personnes qui sont passées par là quelques années avant eux. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant. La saison submergée, quels sont vos objectifs? Alors, je pense que peut-être certaines équipes, certaines personnes parmi vous sont nouvelles, peut-être au sein de la First Lego League. L'objectif, c'est de vous présenter les points, les grands points, encore les grands axes sur ce que vous allez devoir faire. Alors, le premier, eh ben, il faut concevoir un robot. Je pense que ça, vous l'aviez compris. Il faut concevoir un robot complètement en Lego, que des pièces de Lego, interdiction d'utiliser imprimante 3D ou autre pour fabriquer vos propres pièces. Ça, on vérifie hein, pendant les compétitions, c'est déjà arrivé, on sait. Et de programmer votre robot, il faut qu'il soit autonome. Autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de télécommande. Vous n'avez pas le droit, ni par Bluetooth, ni par radio, quelque autre moyen de piloter votre robot à distance. Il faut qu'il soit fabriqué. C'est pour ça que vous avez une période de quelques mois avant les premières compétitions pour vous préparer. C'est de pouvoir avoir le temps de programmer vos trajectoires pour que le robot réalise différentes missions qu'on va juste voir après. Donc, je vous ai mis quelques exemples hein, parce que maintenant, il y a beaucoup il y a beaucoup plus de pièces, de logiciels disponibles de par Lego pour réaliser ça. Vous pouvez toujours utiliser les Lego Mindstorm EV3 tels qu'ils existaient il y a encore 10 ans. Les Lego Spike aujourd'hui sont nouveaux pour bien sûr les utiliser. Les langages de programmation ont évolué aussi. Vous pouvez utiliser les langages que vous souhaitez quasiment. Vous n'êtes pas limité là-dessus, vous pouvez même aller sur du Python si certains se sentent. Alors encore une fois, hein, c'est les enfants qui doivent réaliser, c'est pas les coachs. Donc faites en sorte aussi que si vous, si vous choisissez des langages plus avancés, plus complexes, ils soient quand même compréhensibles et qui puissent être expliqués par des collégiens, lycéens pour certains. Euh, je passe juste à la suite, les matchs de robots, donc vous avez une table en fait d'à peu près 2 mètres carrés sur lequel votre robot évolue en autonomie, encore une fois, sur laquelle sont réparties une quinzaine d'émissions qui font référence au thème submergable, donc, les fonds marins. Donc votre robot devra réaliser différentes missions. Enfin, le but du robot, c'est de réaliser un maximum de missions en 2 minutes 30 pour vous rapporter plus de points possible. Chaque mission rapporte un niveau de points, un nombre de points différent. À vous de choisir qu'est-ce que vous allez privilégier de faire, parce que je vous préviens, c'est très compliqué d'arriver à tout faire en 2 minutes 30. Donc il faut être malin, il faut prévoir ça en avance. Sur cette table, vous avez non seulement les missions, mais aussi vous avez des points de repère pour votre robot pour qu'il puisse savoir où il est. Parce que qui dit autonomie dit aussi capteur pour pouvoir se repérer, et ne pas opérer à l'aveugle, pas tout le temps du moins. Donc vous avez par exemple des lignes noires ou blanches pour pouvoir utiliser des capteurs de couleurs. Vous avez des murets d'à peu près 5-6 cm de haut sur lesquels votre robot peut se caler, s'appuyer pour se prendre une nouvelle référence. Euh, voilà, vous avez après différents capteurs qui sont mis à disposition par Lego et libre à votre imagination euh, pour, euh, pour vous repérer. Vous avez deux bases sur cette table, une à gauche, une à droite. Vous voyez en demi-cercle, quart de cercle, pardon, rouge et bleu. Ces quarts de base, ce sont les seuls endroits dans lesquels votre robot peut être manipulé par des opérateurs. Les opérateurs sont donc les membres de l'équipe qui sont au nombre maximum de deux par quart de cercle, d'accord? Pas plus, interdit. Si vous n'avez pas assez de membres dans vos équipes,
de votre équipe, que vous n'avez qu'une équipe de 3 personnes, admettons, vous pouvez très bien mettre une personne à gauche et puis 2 personnes à droite. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le maximum, c'est 2 à chaque coin de la cave. Il est strictement interdit, c'est redit dans les règles, mais je le redis comme ça, j'en profite, de passer à la main des équipements, que ce soit le robot ou d'autres pièces de votre équipement, d'un bout à l'autre de la table, d'accord? Si le robot est à gauche et qu'il doit emmener des éléments à droite, il doit le faire en autonomie. Il doit partir, éventuellement réaliser une mission, c'est vous qui voyez, il peut partir tout droit, rejoindre sa base. En tout cas, interdiction de vous passer ces objets-là à la main. Si jamais votre robot est pris est repris par un opérateur donc à la main et qu'il n'était pas dans sa base, euh, vous aurez ce qu'on appelle un jeton de précision qui sera retiré de la table. C'est un petit jeton rouge euh, qui, à la fin, va vous enlever un certain nombre de points. Selon le nombre de jetons qu'on vous enlève, le nombre de points, bien sûr, diminue. Sachant qu'il va être au maximum, on peut vous enlever que 6 jetons. Donc, en gros, vous avez une perte de maximum 60 points. Après, euh, vous ne pouvez pas dépasser cette limite-là. Le but, c'est quand même de ne pas le faire, hein. Le but, c'est de jouer le jeu et d'aller un maximum, laisser le robot travailler seul. Euh, voilà. Ensuite, votre projet d'innovation. Alors, souvent, c'est quelque chose qui est un peu moins travaillé par les équipes parce que quand on parle First Lego League, on parle Lego, on parle robot, voilà, on parle programmation, on parle tech. Et les équipes se concentrent très très souvent en grande partie sur les 2 points précédents que je vous ai énoncés. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça et c'est très important parce que ça représente quand même un quart de votre note finale, le projet d'innovation. Et cette année, c'est la plongée dans une problématique qui est rencontrée par des personnes qui explorent les fonds marins. Et donc, cette problématique, c'est à vous d'y répondre, à vous de laisser votre imagination euh, et, euh, et vous, en tant que coach, d'aller guider votre équipe pour que, ils puissent répondre à cette problématique de la manière dont ils veulent. Donc, pour répondre à cette problématique, il faut qu'ils préparent une présentation qui, pour avoir un peu plus de points, soit originale. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être faire une maquette, enfin voilà, faire une vidéo. Il faut en tout cas que votre équipe parle et le présente. Mais de manière générale, vous avez un support libre pour exposer votre travail. Euh, vous avez bien sûr le droit d'aller plus loin que d'utiliser du Lego pour réaliser ce projet d'innovation, hein. Là, on sort du cadre Lego pour le coup sur cet objectif à réaliser. Vous pouvez aller voir des spécialistes si vous êtes près d'un laboratoire de recherche voilà, vous pouvez aller à la rencontre d'experts, les questionner selon votre localité en France, qui n'est pas la même pour tout le monde. Vous pouvez vous servir de ça, traiter le problème de manière locale ou de manière mondiale. C'est vous qui voyez, vous n'avez pas de contraintes à ce sujet-là. Le but étant de proposer euh, une amélioration, quelque chose qui pourrait aider ces chercheurs, pardon, non, ces personnes qui travaillent dans les fonds, enfin, qui explorent les fonds marins. Voilà. Euh, je pense que je n'oublie rien sur cette partie. Les valeurs fondamentales, c'est un objectif un peu particulier. C'est un objectif qu'il faut tenir tout le long d'une saison, pas uniquement le jour d'une compétition. Les valeurs fondamentales, c'est donc toutes les valeurs qui font ce qu'est la FLL aujourd'hui et que l'on veut transmettre aux, aux coachs et surtout aux enfants pour euh, leur apporter des valeurs. Et vous avez donc, repasser l'esprit d'équipe. Donc, vous êtes plus fort en travaillant ensemble. Ça, c'est pas nouveau. Le but, c'est que tout le monde soit inclus dans le travail, peu importe vos différences.
On se fiche que vous soyez des experts ou non. Le but, c'est que vous tentiez votre aventure. Moi, j'ai aussi vu des personnes qui ont fait la First League et puis sont partis, qui sont avocats maintenant, dans des études de droit du moins. Le but, c'est de laisser tout le monde venir et même s'ils sont peu intéressés, pour qu'ils découvrent la First Lego League. Euh, c'est de laisser découvrir, prendre plaisir, aller créer quelque chose de, pas forcément nouveau, mais en tout cas de faire quelque chose par soi-même, d'aller innover, d'aller présenter aux autres, de partager ce qu'on a fait comme travail. Ça se passe surtout lors de la compétition, mais ça peut se passer aussi pendant la préparation, hein. Un élève qui dit, oh tiens, j'ai inventé ce système-là, tiens, regarde, est-ce qu'on pourrait pas? Et donc, toutes ces valeurs-là, ce que je vous parle là, ça s'appelle les valeurs fondamentales à la First Lego League. Et donc, c'est pareil, c'est évalué lors de la compétition. Alors, je reviendrai euh, en point de clarification à la fin, parce que ça a changé par rapport aux années précédentes, la manière dont on évalue ça. En tout cas, vous avez déjà les informations sur ça. Alors, le planning des rencontres. Alors, vous avez une petite carte à droite qui vous montre les principaux organisateurs et donc vont se dérouler la plupart des rencontres cette année. On a quelques dates, donc je n'ai pas encore la confirmation, mais globalement, tout le monde est là. Vous êtes 130 équipes à peu près en France, ce qui est pas mal. Et donc la compétition nationale, la finale nationale, pardon, se déroulera au Sable d'Olonne le 22 mars 2025. Euh, En ce qui concerne les finales internationales, j'ai pas de choses particulières à vous dire maintenant. Ça arrivera plus tard, à mon avis, dans l'année. Pour l'instant, je parle surtout national. Euh, donc voilà. Alors, les ressources à vos dispositions. Donc, sur cette partie-là, je voudrais vous présenter les trois grandes ressources qui sont les trois grands documents qui sont fournis par la First Lego League, que nous, on a traité depuis quelques semaines pour traduire en français, pour vous permettre de les comprendre plus facilement. On sait que pour des collégiens, c'est pas souvent facile d'accéder à l'anglais, donc de comprendre l'anglais. Donc, toutes ces ressources, elles vont vous permettre de réaliser les objectifs dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, le premier, c'est le journal de l'ingénieur. Alors, le journal de l'ingénieur, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est un journal qui permet à votre équipe de noter ses progrès, de savoir, de pouvoir noter les idées qu'elle a eues pendant sa session de travail. Ça, c'est une ressource que vous utilisez pendant votre préparation, de à peu près aujourd'hui, peut-être un peu avant pour ceux qui ont déjà commencé, jusqu'au moment de la compétition et après s'il continue. Le but, c'est de pouvoir sourcer, et de pouvoir céder aussi des conseils qui sont donnés dans ce cahier-là pour pouvoir non seulement faire un robot qui fonctionne, mais aussi un projet d'innovation qui est présentable. Euh, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans tout ce que ce journal vous permet de faire. Cette ressource est disponible sur le site de la First Lego League. Vous aurez un lien un peu plus bas dans la présentation pour le revoir. Vous avez une autre source qui est cette fois le guide des réunions. Et donc, c'est complémentaire du journal de l'ingénieur, sauf qu'ici, ça va vous permettre, ça va vous apporter des méthodes, ça va vous structurer votre session de travail, ça va vous donner des idées, des étapes à suivre pour, par exemple, réaliser votre projet d'innovation. Si je prends le projet d'innovation, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, vous êtes en début de séance, et puis en première chose, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, brainstorming, je pose mes idées,
Chaque enfant dit ce qu'il pense, et puis on note sur un papier. Et puis seconde étape, et puis ben, on en sélectionne peut-être quatre, et puis on voit ce qui se passe, etc., etc. Donc ce guide des réunions-là, il vous propose un énorme contenu pour vous permettre de réaliser non seulement votre robot et votre projet d'innovation, mais de manière méthodologique. Euh, je suis très satisfait, moi, personnellement, de voir ce genre de ressources, ce genre de ressources aujourd'hui, parce que quand j'y ai participé à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Et, euh, et on voit vraiment un travail d'ingénieur derrière qui est réalisé pour présenter ça. Et les enfants vont peut-être pas s'en rendre forcément compte tout de suite, mais ça va énormément les aider pour la suite. Donc, je vous invite vivement à aller consulter ces documents-là, parce que quand on est en général jury, qu'on pose des questions aux équipes sur la manière dont elles ont réalisé leur projet. Elles nous parlent peu des ressources qu'elles ont utilisées. Elles nous présentent les résultats bruts, mais pas de leurs ressources. Donc, en tout cas, très peu. Et ce genre de choses-là, c'est vraiment bien à citer aussi face à un jury et de dire, ben voilà, on s'est organisé comme ça, on a fait ça comme ça. Et, euh, et donc voilà, ça apporte une grosse valeur sur votre présentation. La dernière ressource qui n'est pas négligée et qui, pour le coup, est bien connue de tout le monde, celle-là, c'est le guide du jeu du robot. Et donc, c'est le fichier qui résume toutes les missions qui sont à faire pour le robot enfin, pardon, excusez-moi, qui vous indique comment réaliser ces missions et quels sont les points que vous pouvez en tirer. Euh, Vous avez aussi toutes les règles, je dirais, générales, qui sont, par exemple, quel type de contrôleur ou de capteur vous allez le droit d'utiliser. Parce que je parlais bien quand je disais de Lego en début de partie, vous n'avez pas le droit, par exemple, de modifier une brique de contrôle pour aller mettre votre propre calculateur ou vous modifier votre moteur pour le rendre un peu plus performant. Bon, ça, c'est quand même assez rare, voire même, j'ai jamais vu ça, mais bon, je préfère le dire quand même. Utilisez le matériel Lego tel que vous l'avez acheté. N'allez pas chercher autre chose, à utiliser une Raspberry ou autre. C'est interdit. Donc ça, le guide, le guide, il vous le dit. Vous avez aussi toutes les règles qui encadrent ce qui se passe avant un match de robot. Hein, donc en termes de préparation, ce que vous devez apporter, euh, le bonus que vous pouvez avoir si tout votre matériel tient dans la zone. Vous avez toutes les règles pendant la session de match, d'accord? Donc je vous parlais par exemple des jeux de taux de pénalité, ça en fait partie. Et vous avez tout le règlement de l'après-match. Et le règlement d'après-match, c'est comment est-ce qu'on va noter l'émission, etc. Euh, voilà, les trois ressources à ne pas manquer quand vous préparez votre saison de First League, c'est celle-là. Et vous en avez bien d'autres aussi. Vous en avez beaucoup sur un Kahoot dont le lien est tout en bas. Alors le site est en anglais, mais vous avez quand même, je pense, beaucoup de vidéos et assez d'images pour déjà comprendre par ça. Alors quand je dis vous, je m'adresse quand même à des enfants derrière, donc je pense que les coachs connaissent pour la plupart l'anglais, mais le Kahoot est vraiment bien fait. Sur le site de l'AFL France, vous retrouvez tous les documents dont je vous ai cités plus haut. Et vous avez aussi tout ce qui est feuille d'arbitrage. Donc, vous connaissez vos grilles d'évaluation à l'avance, vous pouvez les consulter. Et donc, vous savez en fait, pendant votre préparation, euh, quel point précis va être abordé ou va être noté. Vous avez toute la feuille de score du jeu du robot, donc qui ne change pas tellement de ce qui est expliqué dans le guide, hein, mais si vous voulez faire des entraînements chez vous, cette feuille-là, vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Vous avez toutes les vidéos qui vous présentent l'émission en français. Elles ont été traduites. Et vous avez d'autres vidéos encore pour vous présenter plein d'autres thématiques sur la saison Submerge.
Alors, je vais passer au point de clarification euh, et je vais commencer par l'évaluation des valeurs fondamentales. Alors, pour recontextualiser quand même pour les équipes qui sont peut-être jeunes, qui ne connaissent pas forcément, la méthode d'évaluation jusqu'à maintenant, c'était de séparer euh, jury par jury la, la conception du robot, le projet d'innovation et les valeurs fondamentales. Donc, conception du robot, vous présentez votre robot, vous montrez comment vous l'avez construit, etc. Ok, c'est bien. Le projet d'innovation, vous présentez votre travail, vous faites votre présentation, ça c'est pareil, euh, ça change pas pour l'instant. Et les valeurs fondamentales, c'était en général une animation qu'on faisait faire avec l'équipe pour voir comment elle interagissait, comment ses membres interagissaient entre eux, et ça vous donnait une note. Et donc ces trois jurys-là étaient séparés. Et le problème, c'est que bon, la First Lego League, enfin la First, l'organisation a plutôt décidé de faire quelque chose de plus logique, je dirais, parce que des fois, on avait quand même des équipes qui surjouaient pendant la session de jury pour avoir plus de points, et puis après, abandonner un peu quelques valeurs. Et puis, donc maintenant, les valeurs fondamentales, va être évalué tout le long de la journée de compétition. Donc, les jurys sur les tables de match auront l'œil dessus. Toutes les personnes qui veillent à l'organisation auront un œil aussi pour dire ce qui se passe, comment l'équipe est, si elle est mauvaise ou pas en termes je veux dire, de personnalité, hein, si elle. Et pendant la présentation du robot et du projet de recherche, qui maintenant ne fait qu'un. Donc, c'est-à-dire que vous avez une session de jury dans laquelle vous présentez à la fois votre robot, puis 5 minutes après, vous présentez votre projet de recherche, ça fait partie d'un même jury. Et pendant ces deux présentations-là, euh, l'aspect valeur fondamentale va être évalué aussi. Voilà. Donc ça, je reviendrai, moi ou l'autre présentateur, début de l'année 2025, on reviendra sur ce point-là pour bien réexpliquer comment ça se passe. En tout cas, sachez-le à l'avance, ça change dès cette année. Le dernier point de clarification, c'est le professionnalisme coopératif. Donc ça existe déjà depuis quelques années et ça a toujours été incompris par les arbitres. Ça se passe au moment du match de robots. Alors, ça fait référence aussi aux valeurs fondamentales, sauf qu'ici, ce ne sont pas des points qui doivent s'ajouter à votre feuille de score, à votre score du robot à la fin. Ce sont des points qui vont venir s'ajouter à votre score d'esprit d'équipe sur la note finale. Donc, une fois qu'on a, qu'on a récupéré toutes les notes, robot, projet d'innovation et conception du robot, où il y a une note valeur fondamentale qui est tirée de tout ça, et à laquelle on va ajouter plus 2 plus 3 ou plus 4 donc selon le comportement de l'équipe en table de match. Voilà. Donc ça, je l'ai beaucoup vu. Les personnes pensaient que c'était un point bonus pour la score. Non, c'est faux. Euh, c'est, Ça concerne vraiment juste les valeurs fondamentales. Alors, c'est pas beaucoup de points, mais c'est quand même important parce que ça peut, des fois, on a quand même des scores qui jouent à un point, donc ça peut faire basculer les résultats finaux. Et, euh, et en plus de ça, vu que c'est vraiment deux rubriques séparées dans la notation, si une organisation fait différemment d'une autre, au final, on a des résultats qui sont biaisés, qui ne sont pas vraiment fidèles à la réalité. Donc, le but de cette clarification-là, c'est de vous mettre au courant que ça ne se note pas sur les feuilles de match. C'est tout. C'est le plus important. Euh, Bah, écoutez, pour moi, j'ai fini. Je vous remercie tous de votre attention. Si vous avez des questions, on va profiter ouais, un peu plus de 20 minutes qui nous restent pour que je puisse y répondre. Donc, je vous invite à
Elle est posée dans le chat. Alors, vous avez dans Teams, je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil. Vous avez un Q&R ou une conversation. Bon, vous posez vos questions un peu où vous voulez. Je ne vois pas la différence dans Teams, moi. Alors oui, le support sera disponible hein, au même titre que la retransmission vidéo de l'enregistrement. Oui, oui, je vous mettrai le support en plus, comme ça vous pourrez le reparcourir et récupérer les liens, parce que je sais que, par exemple, pour les liens des ressources, vous pouvez pas, à part taper caractère par caractère, vous pouvez pas vous pouvez pas cliquer directement dessus, donc oui, la présentation sera partagée. Quel est le poids de chaque épreuve dans le résultat final? Alors, donc, si tu me confirmeras, Rémi, mais on est d'accord que chaque épreuve, c'est les quatre épreuves, donc conception du robot, match sur table, projet d'innovation et valeurs fondamentales. Si c'est ça, alors c'est un quart pour chaque épreuve. Voilà, et ben parfait. Alors, Serge, concernant les points des core values acquis pendant les matchs, quels sont les critères retenus pour la notation? Euh, les critères, ça va être, en fait, ça concerne le comportement de l'équipe. Pas vraiment de critères, hein, là pour le coup, on juge de manière humaine. Euh, donc, on va regarder si déjà elle était présente à l'heure, par exemple, si elle a été calme malgré des difficultés qu'elle aurait pu rencontrer, si elle n'a pas cassé quelque chose par énervement, enfin, si un des membres n'a pas cassé quelque chose par énervement, on va s'assurer que, de manière générale, le comportement était correct, quelle que soit la situation rencontrée. Le but, c'est qu'ils savent quand même se canaliser, même si avec la pression, le stress, ils peuvent parfois faire un peu n'importe quoi. Donc il n'y a pas vraiment de critères. Maxime, Ouais, oui, en fait, cette année, on a un changement majeur sur la façon dont les core values vont être évalués. Parce oui, que les critères ont été intégrés à travers les feuilles d'innovation et la conception du robot. ouais, d'accord, oui. Et du coup, Donc en fait, il y a pas. Alors là, en fait, on a un exemple d'une feuille d'évaluation, c'est-à-dire que auparavant, on avait des critères qui étaient définis avec une feuille pour les valeurs fondamentales. Le nouveau système d'évaluation intègre en transverse les critères de valeurs fondamentales. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez la communication sur le projet d'innovation. Si vous mettez développer donc deux ou trois, la note va compter à la fois pour le critère d'innovation, de projet d'innovation et à la fois pour les valeurs fondamentales. En fait, il y a des critères qui ont été doublés. C'est-à-dire que la note, elle va servir à la fois pour la catégorie évaluée, projet d'innovation ou conception du robot, et aussi pour valeurs fondamentales. ouais, j'ai pas expliqué ça comme ça, mais merci Yves du coup. Mais ce genre d'explication, ouais, je la referai. Enfin, moi ou un autre présentateur, encore une fois, elle sera refaite lors du webinaire sur se préparer à une rencontre. D'accord? Les feuilles de notation, on les abordera, on regardera, on vous expliquera comment les juges vont les utiliser. Alors, l'âge minimum à partir de laquelle on peut prendre en compte, ça dépend d'un pays à un autre, mais en France, c'est 9 ans. Donc,
Faut que l'enfant, alors officiellement, il faut que l'enfant ait 9 ans à l'année du démarrage de la compétition. Donc 2024, il a 9 ans au 1er janvier, c'est bon. Est-il prévu une restitution de la part des jurys au coach? Alors, des jurys au coach, je ne peux pas vous le garantir parce que ça va dépendre d'une organisation à une autre, de son planning. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que si on a fait, si vous avez des feuilles d'évaluation avec les critères et des commentaires accessibles, c'est justement pour pouvoir vous les transmettre ensuite par la suite, que vous puissiez savoir ce qu'il en est sur votre notation. Euh, il n'y aura pas de restitution je dirais, directe d'un jury à une équipe. Ça, c'est pas prévu. Alors, en tant que coach accompagnateur, je serais ravi de pouvoir échanger avec d'autres accompagnateurs comme moi pendant la période de préparation. Si je ne suis pas le seul à ressentir ce besoin, qu'en pensez-vous? Euh, Bah écoutez, j'en serais ravi pour vous aussi. Qu'est-ce que je veux dire? On aurait un moyen, Yves, de mettre en relation les personnes qui voudraient, Oui, même ça, si elles ça ne sont dépend. pas du Alors, même bord. oui, tout à fait, ça dépend. Alors, soit on est sur le même territoire, donc je sais pas, son équipe est inscrite sur quel local? C'est Davidé ou David ou Davidé, en fait, Ouais. si on peut avoir. Alors après, oui, on peut le mettre en relation avec d'autres personnes qui sont soit sur la même locale, ou alors on a des coachs qui sont plus expérimentés, qu'on peut solliciter, et je suis sûr qu'ils seront ravis de partager. Dans l'Ouest, Mais au niveau national, oui. dans l'Ouest, donc après, bah, s'ils sont inscrits, je ne sais pas, sur Nantes, par exemple, on a des personnes qui connaissent très, très bien, des coachs. Et qui pourront effectivement l'aider. Donc moi, ce que je suggère, c'est que tu nous recontactes directement et puis on te mettra en relation avec d'autres coachs, soit qui sont en débutants et qui voudraient aussi partager, soit avec des coachs plus expérimentés si tu souhaites avoir des conseils. Euh, j'ai Rémi qui m'avait dit le nombre de points pris pour le classement final était celui des tables. Alors ça, c'est valable que pour la partie match du robot. D'accord? C'est pas le. Bah, ça dépend. euh, Rémi, tu c- étais où l'année dernière? Parce qu'il y a eu il y a eu des différences en fait entre les ah, locales. Tout le monde n'a pas utilisé le même système d'évaluation, et c'est je retire. à Meudon. Meudon. Voilà. Je Non, sais plus ce qu'elle a normalement, fait. Je sais plus ce qu'elle a fait, Virginie, sur Meudon. ouais, ça l'a fait. Meudon, Sur, c'était sur sur. le principe, alors pour aider la compréhension, même si l'année dernière on a eu des différences entre régionales, la règle officielle de la FLL, c'est vous avez quatre dimensions qui sont évaluées et la consolidation pour le classement final, c'est simplement la somme du ranking, c'est-à-dire que la somme en fait de votre classement. Si vous êtes premier partout, eh ben, ça vous fait 4 points. Si vous êtes second partout, ça vous fait 8 points. Donc, ça oblige, avec ce mécanisme d'évaluation, à ce que on ne fasse pas d'impasse. Parce que si vous êtes premier sur une catégorie et 40e de l'autre, ça vous fait un total de 41 points. Donc, il vaut mieux être moyen partout que de faire l'impasse sur quelque chose. Par le passé, on avait des systèmes avec des points, avec des pondérations. Ça a été abandonné il y a quelques années. Mais on essaye d'uniformiser un peu le système d'évaluation pour que les équipes soient pas surprises entre une locale et une autre locale ou une nationale, par exemple. Très bien expliqué, Yves, merci. Ouais. Bon. Est-ce que j'ai d'autres questions ou remarques d'ailleurs, hein, parce que
vous avez peut-être des remarques à faire sur ma présentation. Je suis preneur, hein, je fais pas ça tous les jours. Euh, je suis ouvert en tout cas. Les missions ont l'air dures. Alors ça, on se dit ça, même moi, chaque début d'année. Puis après, au final, moi, personnellement, en tout cas, moi, je me rends compte que ça change pas tellement en termes de structure, hein. Je, pour les avoir montées, pour avoir regardé comment elles fonctionnaient, je trouve pas qu'elles sont si dures que ça par rapport aux années passées. Je trouve que les mécanismes se ressemblent un petit peu toujours, que le moyen de faire les points est toujours un peu le même, mais adapté au thème. Donc, non. Après, bon, chacun, chacun aura peut-être sa vision là-dessus. Moi, j'ai pas fait de robot pour les réaliser, donc je peux pas dire à 100%. Ouais, je suis d'accord, mais alors est-ce que je peux. Alors, éventuellement, si des personnes. Est-ce que je peux faire ça? Si des Attends, il personnes. y a peut-être un Ouais. moyen. Attends, où est-ce qu'on fait Est-ce ça? qu'on peut Il y a un système couper pour. individuellement le micro? Ouais. Non, je crois qu'on peut ouvrir à tout le monde, je crois. Et est-ce que c'est ça? Ah non, je peux. Non, c'est bon, je peux faire ça. Je peux faire personne par personne. Bah écoutez, je vous propose, si vous voulez intervenir à l'oral, vous levez la main et moi, je vous active le micro à la main levée. Voilà, on va faire ça. Parce que moi, sur mon écran, je vois tout le monde. Donc, bah, Serge, par exemple, si tu veux, je peux t'activer ton micro. Hop. Et normalement, alors ton micro est coupé, mais je l'ai bien activé. Donc, si tu veux parler, Serge, tu peux y aller. Serge, encore une fois, je ne sais pas si tu nous entends bien. Ton micro est coupé, mais c'est toi qui as la main là-dessus, c'est pas moi. Ah, d'accord. Euh, En haut à droite. alors, ouais, normalement, c'est en haut à droite. Alors après, s'il y a un casque ou autre chose qui a un fonctionnement différent, je sais pas. Sinon, je propose de laisser Adrien parler. Ah, c'est grisé. Ah. Attends. Alors, je vais essayer avec toi, Adrien, Attends, je vais m'autoriser. pour voir. Oui, bonjour Maxime, tu m'entends? Ah, ouais, je t'entends très bien. Oui, bon bah Alors, bonjour, merci pour cette présentation. J'ai juste une petite question là, tu nous as dit là sur les jeux du robot, ouais, tu peux pas déplacer à la main des outils d'une base à l'autre. Est-ce oui. que le robot, tu peux le déplacer d'une base à l'autre ou Ah si non. la deuxième mission est faite depuis l'autre base, il faut que le robot termine sur l'autre base? Ah oui, tout à fait. Il faut que le robot reparte de la base où il est arrivé. On peut pas. Le robot, tout autre équipement, ça fait partie de ce que l'équipe amène sur la table. Et, euh, et ça peut pas être transmis de main à main. D'accord, donc si des missions sont faites d'une base et d'autres missions de l'autre base, il faut que le robot termine sa première mission sur la deuxième base. Ah bah, il peut la terminer sur la première base. Ça, c'est Oui, mais votre il la prend la main du coup. stratégie. Tu vois, s'il a une Ah, mission qui part d'une base et une deuxième mission qui ouais. part de la deuxième base, est-ce qu'il peut la déplacer de base à la main ou bien est-ce que, il doit terminer sa première mission sur la deuxième base? Non, il est pas contraint sur le début, le départ et l'arrivée dès l'instant qu'il n'est pas interrompu hors de la base. Après, la manière dont Alors alors l'endroit d'où il part. attends, je vais essayer de clarifier ma question. Ouais, parce que du coup, je comprends pas. Donc tu nous as dit que les outils, tu pouvais pas les déplacer d'une base à l'autre, Ouais. d'accord? Voilà. Donc maintenant, est-ce que le robot, tu peux le déplacer? C'est-à-dire que si,
les équipes décident de faire une mission qui démarre d'une première base, que la Ouais. deuxième mission démarre de la deuxième base. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer le robot sur la deuxième base? Ou est-ce que Ah, sans pour faire de mission, démarrer pardon? entre Sans deux faire missions, entre deux entre missions? missions, s'il y en a une qui part d'une base et l'autre de l'autre, Ah, est-ce d'accord. que Ok. entre deux missions, ils peuvent déplacer le robot à la main, à partir du moment où le robot est rentré dans la base? Ou bien est-ce que, si 2 missions consécutives sont faites sur 2 bases différentes, est-ce que le robot doit arriver sur la deuxième base? Ah, il doit arriver sur la deuxième base, mais pas à la main. Il Voilà, doit arriver tout seul. voilà. Si Donc, ton robot de. Voilà. Si, comme tu dis, tu as une mission 1 qui doit s'exécuter et puis que ta mission 2, elle doit s'exécuter plutôt dans l'autre base, ton seul moyen pour que ton robot puisse partir de la seconde base, c'est qu'il fasse au moins un trajet ligne droite, hein, ce dont les obstacles qu'il y a sur le passage, pour rejoindre la deuxième base. C'est le seul moyen qu'il peut emprunter euh, pour, euh, d'accord, pour que le scénario que tu me dises puisse se passer dans les règles. Parce que sinon, il faudrait que je revoie. J'aurais pas ça, la réponse de tête. Je sais pas si c'est une pénalité ou carrément une disqualification. C'est un peu dur la disqualification, ça arrive très rarement quand même, donc je vais revoir. Mais, ouais. donc en fait, pour que les 2 bases, donc les quatre participants, participent, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que le robot passe d'une base à l'autre, Ouais, en mais tout en seul. autonomie, en autonomie. Exactement. Tout à fait. OK, Mm, mm. merci. Euh, alors, j'ai Alex, il me dit, même si un enfant le récupère dans la deuxième maison en utilisant un jeton de précision. Euh, alors, comme je dis, j'ai pas la réponse parce que faut que je regarde. Mais en fait, ça, si, t'as Si, des équipes qui font ça, en si- fait, c'est une astuce parce que le premier jeton étant gratuit, oui, 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 tu as parce qu'il des n'enlève pas équipes, de en points. fait, alors, il s'agit pas de passer le robot d'un côté ou de l'autre, c'est qu'en fait, ils interrompent le robot au milieu de son run et le ramènent, en fait, à la maison. En fait, ça correspond à une interruption. Oui, Donc, c'est pénalisé, mais là, ouais, oui, on je gagne vois, deux je vois, secondes. Enfin, c'est pas. je vois, je vois. Euh, bon, bah alors, dans les faits, pas interdit. Après, il faudrait que je regarde pour m'assurer quand même qu'il n'y a pas d'histoire de match annulé ou quoi, mais il Ouais. me semble pas, non, il me semble pas. Et surtout, je pense que Mais les arbitres, en fonction des arbitres, ils sont pas forcément au fait de ce point de oui, règle. oui, oui. Mais du coup, merci de le soulever parce que du coup, je vais aller vérifier. Euh, Ah, donc arrêt de match, d'accord. Alors, ouais, je sais pas si c'est vraiment un arrêt de match, mais ouais. Ok. Je regarde ça. Je vais, enfin, pas tout de suite, mais je vais regarder ça. J'ai un... Rémi, tu lèves encore la main. Est-ce que tu veux intervenir à l'oral peut-être? Attends. Hop. Normalement, tu peux Vous parler. Oui, m'entendez? bonjour. Ouais. Bonjour. Merci à tous en tout cas pour ce beau travail. C'est impressionnant. Pour ma part, donc l'an dernier, j'ai eu exactement ce problème. Moi, j'avais pas capté qu'il fallait pas se passer le robot d'un côté à l'autre ou des morceaux d'un côté à l'autre. Euh, Ça m'a pas été compté au premier match. C'est-à-dire que les arbitres nous ont laissé faire notre programme jusqu'au bout. Et au deuxième match, on est tombé sur une autre paire d'arbitres qui nous a arrêté le robot. En fait, on avait fait que quelques secondes du programme et à ce moment-là, on a dû revérifier le règlement. Enfin, les arbitres ont revérifié le règlement ensemble parce que moi j'étais un peu crédule, hein. On joue pas sa vie non plus. Et effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a arrêté le match dès lors qu'on prenait le robot pour le mettre d'un côté sur l'autre. Donc les points étaient comptabilisés avant. euh, c'est ce que nous on a eu comme arbitrage D'accord. sur le sujet. Ok. Bon, encore une fois, je vais revérifier pour m'en Après, assurer. voilà, comme on disait, Mais chacun. alors, voilà. Alors, c'est bien que tu fasses que tu partages cette expérience parce que c'est un peu qu'on a le problème qu'on a en France, du coup, c'est qu'on n'a pas vraiment d'homogénéisation sur l'arbitrage, qu'on n'a pas vraiment de formation, on n'avait pas vraiment de formation jusqu'à maintenant.
D'où le fait qu'on ait renforcé un peu notre équipe en FLL France et pour que je puisse justement enlever ces problématiques-là. D'où le Parce que fait que je veuille former les arbitres au niveau national, proposer aux organisateurs justement des sessions de formation pour que l'arbitrage se fasse de manière équitable partout, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, désolé que tu aies eu à vivre ça. Ah non, mais en fait, moi, c'est plutôt Et, désolé pour les autres équipes au final, parce que nous, on a fait ça de façon totalement involontaire. Et les arbitres aussi. Le premier match, on nous a compté les points, on a signé la feuille, c'est bon, tout le monde, tout coucou à tout à l'heure. Et puis après, on était un peu. Enfin, moi, ça m'a pas gêné plus que ça le jour J, mais après, tu te dis, bon, là, on m'a compté, je sais pas, 180 points, alors qu'en fait, j'en ai 10. J'exagère peut-être le truc, mais c'était dans ces ordres-là. Et que du coup, on a doublé d'autres équipes qui, eux, avaient peut-être respecté le règlement à la lettre en le sachant. Et du coup, c'est plus par rapport aux autres, quoi. Mais après, ça fait partie du truc aussi, quoi. L'arbitre, il fait partie du match, donc c'est normal que. Enfin, pour moi, c'était pas un problème d'arbitrage, en fait. C'était un problème que moi, j'avais mal compris la règle à la base. Sinon, oui, non, mais il y a un petit c'était peu des plus. deux, j'ai envie de te Voilà, dire. c'est ça. Donc, nous avons grugé à Meudon. Ouais. Maintenant, en connaissance de cause, peut le faire, c'est plus possible. Voilà, exactement. Euh, Ouais, bon, on va pas faire ça, hein. Ce qui est fait, et là, on l'accepte. Alors, est-ce qu'un juge a droit de mesurer le robot pendant un match où ça se fait en dehors des 2 minutes 30? Oui, ça se fait en dehors des 2 minutes 30, ça se fait avant le départ du match. L'arbitre, s'il le fait pendant les 2 minutes 30, c'est qu'il n'a pas compris il a pas compris sa tâche. Le robot, en fait, il doit rentrer dans une zone dans la maison qui est délimitée. Donc c'est montré dans le guide, hein. Vous avez une zone délimitée en bois où il n'y a pas de tapis. Et dans cette zone-là, si votre robot rentre avec tout son équipement, il y a un bonus de points. Et autant on connaît la largeur et la longueur de cette zone, autant on ne connaît pas la hauteur. La hauteur est donnée par règlement, c'est 30,5 cm, et on la mesure avec un mètre ou une règle, ce que vous voulez, à ce moment-là et seulement à ce moment-là. Euh, donc, bien évidemment, c'est à votre équipe de gérer la manière dont ils vont imbriquer chaque élément pour que ça rentre bien et qu'éventuellement ça leur fasse un bonus de points. Après, une fois que le robot est parti à sa tâche, s'il y a un bras qui s'élève pour faire je ne sais quelle action et que ça fait plus de 30 cm, c'est pas grave. Ce qu'on veut vérifier, c'est que à la mise en place, ça ne faisait moins que 30,5 cm. Voilà. La taille des robots n'est pas imposée, si tant est quand même que ça rentre bien dans la zone dont je vous ai parlé, au minimum. Euh, Parce que là, pour le coup, si votre robot comment dire, euh, ne rentre pas dans la zone ou dépasse du quart de sphère là, au moment du départ, pour le coup, là, le départ n'est pas, est interdit, est interrompu par l'arbitre. Vous ne pourrez pas réaliser de points seulement pour cette mission-là. Enfin, pour se lancer là, du moins, je veux dire. Si vous aviez 3 missions de prévues et que votre robot part alors qu'il n'était pas bien dans la zone, parce qu'il était trop gros, les 3 missions que vous avez prévu de faire, elles vous rapporteront 0, quoi qu'il arrive. Euh, oui, les joueurs ont bien le droit de toucher le robot dans les bandes à droite et à gauche. C'est justement dans ces bandes-là que le robot peut revenir aussi. Il part du quart de sphère, ça c'est obligatoire, d'un des deux, hein, droite ou gauche. Et puis quand il revient, il peut revenir n'importe où, soit dans le quart de sphère, soit dans la bande à droite ou à gauche. Donc ça, ils peuvent manipuler aussi, ça fait partie de la maison. C'est pour ça que dans le règlement, vous le verrez, on distingue maison et zone de lancement. Voilà.
Alors, est-ce qu'il peut rouler dans les bandes noires latérales? Est-ce que tu pourrais préciser, s'il te plaît? Je dois me douter de ce que ça doit être, euh, mais, euh, mais je suis pas sûr. J'ai David de Hussey qui élève la main. Je sais pas. J'active ton micro. Si tu veux parler, tu peux y aller. Oui, allô? Oui, allô, Oui, j'ai une t'entends? question. Est-ce que, même si les règlements, j'ai l'impression qu'il ne dit rien à ce sujet, est-ce que une équipe qui laisserait sur place, même intentionnellement, éventuellement, parce que du coup, une partie du robot, une partie des outils, est-ce qu'il y a une Mhm. pénalisation par rapport à cela? Je veux dire, j'ai fini mon match, mon équipe repart à son stand et elle oublie ou elle laisse Non, 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 un non, 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 équipement, non. non? Je vais dire, à la fin de 2 minutes 30, les Oui, robots, il est revenu à la base. Par oui. contre, pendant ces 2 minutes 30, il a laissé une partie des outils dans le terrain de jeu. Est-ce que c'est là, ça pose un souci? Non, ça pose pas de souci, non, non. Ça ne Non, non. pose aucun souci, même si cela est fait intentionnellement. Du coup, on voit bien, on perçoit bien que c'est... Oui. Sauf pour les missions. Alors, sauf, Ouais. ouais, voilà, ce que j'allais dire, Yves, sauf pour les missions qui demandent, enfin, qui interdisent justement l'intervention d'un équipement externe pour valider les points. Ça, j'en ai pas parlé parce que bon, ça fait partie de plein de points dont j'aurais pu parler, mais vous avez dans la feuille de notation, la score sheet, une petite brique rouge de Lego qui est barrée dans un cercle. Ce petit logo, il vous informe que pour réaliser la mission, il faut que l'état final de la mission, pour valider les points, il ne doit pas dépendre d'un soutien mécanique, d'un équipement de votre équipe. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est un petit peu technique quand même. Donc, autrement dit, si par exemple, dans ton cas, l'équipement qui est laissé intentionnellement, il l'est pour réaliser une mission, ça va dépendre de si la mission accepte ou pas euh, cette petite règle. Donc là, il faut bien regarder le- D'accord. le jeu du robot pour voir enfin, pour voir comment la mission doit être réalisée. Après, si l'équipement il est laissé tomber par le robot sur le tapis, mais qui touche rien, qu'il est juste renversé ou que sais-je, euh, eh ben, il reste sur le tapis tant qu'il n'est pas récupéré à la main, parce que ça sera un jeton de précision pour le coup, même si c'est pas le robot. S'il est laissé sur le tapis, mais qu'il n'agisse en rien sur l'émission, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Super. Voilà. Je n'avais pas compris qu'il y avait voilà, une contrainte par rapport à certaines émissions et par rapport à d'autres, en fait. Voilà. Du coup, je Ouais. regarderai ça dans le détail pour chacune. Alors, Merci. faut savoir quand même pour les équipes qui l'ont fait l'année dernière, cette règle existait, mais était peu claire, était pas trop mise en avant. Et cette année, elle l'est, avec cette fameuse petite brique rouge qui est mise vraiment Ouais. au niveau des missions. Ouais. Mais Alors, justement, en fait, oui, ça crée une ambiguïté. Voilà, c'est justement la règle n'était pas mise en avant. Du coup, il y a eu voilà, la question qui était posée lors des c'était écrit matchs. dans des petites lignes qu'il fallait Ouais. lire et ne pas oublier. Mais voilà, maintenant, c'est écrit et mentionné par le petit icône. Ah ben, c'est super. Merci beaucoup. Alors, je comprends toujours pas la question de Bérangère et Benoît. Ça doit être la zone Je- maison, je pense. c'est les bandes latérales, donc oui, c'est la zone maison, oui, c'est la zone en bois qui n'est pas couverte par un tapis. Oui, oui, il peut rouler. Moi, je pensais plutôt à certaines tables qui sont un peu trop grandes et où vous avez un bout de table en général sur le côté de la mission des deux équipes. La mission coopérative, pardon. En général, les tapis sont un peu plus courts et vous avez une petite bande où il n'y a pas de tapis sur vraiment toute la longueur, hein, les 2 mètres de la table. Euh, bon, ça, il y a pas vraiment je crois plus avoir une quelconque interdiction là-dessus. Donc, si votre robot roule dessus, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, normalement, la table, elle doit quand même faire les bonnes dimensions. Donc, c'est pas censé arriver.
Et pour réaliser une mission, ça c'est une bonne question. Je ne l'ai plus en tête. Est-ce qu'on peut. Alors, donc tu insinues que le robot il resterait dans cette bande latérale pour réaliser une mission particulière. Est-ce que tu peux me confirmer? Si c'est bien ça, je n'ai pas la réponse en tête. Je vais te noter, comme ça, quand je retrouverai la réponse, je t'enverrai un- Ah, Serge me dit qu'on peut le faire. Est-ce que, Serge, tu veux intervenir à l'oral? Ah oui, mais on l'a fait l'année dernière. Mais alors, est-ce que c'était pas un problème d'arbitrage ou quoi? Est-ce qu'il n'y avait pas un truc dans le règlement qui a changé cette année? Ça, j'en suis plus certain. Euh, donc, Oui, non, mais normalement, la zone maison, tu peux y accéder, en fait, tu hein. peux y Tu peux le faire le accéder. tour. Je te rappelle, l'année dernière, on avait le dragon. Et tu avais des équipes qui passaient par Ouais, derrière pour pousser le dragon. Donc ça, c'est autorisé, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre l'année dernière et cette année, est-ce qu'il n'y a pas un petit changement? Sur ce Je pense point-là, pas. non, 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 Je pas sur ce pense pas. point-là, Je non. crois Ouais. pas. J'en ai pas pour mémoire, mais je préfère. Enfin, je vérifierai quand même pour être sûr. Un petit doute. Bon, écoutez, si j'ai plus d'autres questions ou interventions, je vous propose qu'on arrête. Mais écoute, moi, je voudrais remercier Maxime, son baptême du feu. Mais écoute, merci beaucoup pour cette mise en place. Et puis, euh, on se retrouve pour les autres webinaires tout au long de la saison. Merci à tous d'avoir participé. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde dès le premier. Donc, ça fait plaisir. Et puis, on se dit au mois prochain pour la stratégie de conception du robot. Bonne soirée et bon week-end à tout le monde. Merci.